notre choix s'est porté sur ce documentaire qui s'appelle Scopé, voilà, comme on veut, et qui est réalisé par Valérie Biodot, qui vous en parlera dans quelques instants. Hein. Donc, Valérie est enseignante-chercheur à l'Université d'Angers et au laboratoire Espace et Société. Et à la suite du visionnage, nous aurons une table ronde. Mais dans un premier temps, je vais plutôt vous parler dans quel cadre se situe ce film. C'est dans ce cadre de la sociologie de l'entreprise ou la sociologie en ou sur l'entreprise. Et à la suite de ce visionnage, il va y avoir un échange entre ceux de la salle et ceux qui sont à distance. Et ce qu'il s'agit de pointer par rapport à ce cadre de notre université d'été, c'est de voir quelle est la démarche, le contenu, la forme, quel est le lien de cette démarche de faire un documentaire. D'autant que demain, nous aurons des ateliers sur quelles sont les autres formes de la pratique de la sociologie. On a voulu faire un regard, une mise en regard, tout en préservant le côté ludique, parce qu'à la PSE, on fait des choses sérieusement, mais on fait des choses aussi en s'amusant. Et pour nous, c'est important la convivialité. C'est toujours un plaisir de venir présenter un travail, un film, un documentaire, mais aussi un travail de recherche. Donc je ne vais pas vous raconter d'ores et déjà tout ce que vous allez voir dans le documentaire, évidemment. Juste vous préciser le cadre dans lequel donc, ce travail a été réalisé. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Ma discipline, moi, c'est la communication. Et donc mon objet de recherche, c'est le monde de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé pendant une quinzaine, même un peu plus d'années, sur l'économie sociale et solidaire. Et j'ai eu l'opportunité, donc grâce aussi à un engagement que j'ai dans un réseau d'économie sociale et solidaire, d'être en lien avec, comme cet après-midi dans le cadre des ateliers qui ont lieu avec des professionnels qui travaillent dans différents types d'organisations, et notamment avec l'une d'entre elles, et dont on a l'honneur d'avoir l'ancien PDG qui va venir tout à l'heure pour la table ronde, qui a parlé de son projet de transformation de la librairie papeterie qu'il dirigeait, et pas seulement, donc c'est une entité, on en parlera plus précisément, qui allait se transformer donc, en société coopérative et participative. Et donc, moi qui travaille sur l'économie sociale et solidaire, le domaine des scopes est plutôt connu quand les salariés, lors de problèmes économiques, vont avoir recours à ce statut pour sauver leur emploi. Et là, j'avais vraiment l'opportunité de suivre une organisation qui était saine, donc qui allait très bien financièrement, économiquement parlant, et aussi donc de pouvoir valoriser peut-être, selon ce qui allait se passer, toutes les péripéties de cette transformation en scope. Donc nous avons signé une convention de recherche en 2017, me laissant vraiment, dans cette convention, c'est très, très important, me laissant donc, la possibilité d'être présente aux réunions auxquelles je souhaitais aller et avoir accès aux documents et aux informations. Donc c'est ce cadre-là que je souhaitais vous présenter, c'est-à-dire que donc, ça s'inscrit vraiment, c'est un documentaire qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche, et aujourd'hui je suis en délégation CNRS pour avoir un regard réflexif sur tout ce travail qui donc a duré le suivi de l'entreprise sur 3 années, et après bien sûr il y a tout le travail de narration que on va pouvoir regarder maintenant. Voilà, merci en tout cas, encore une fois à tous. Portez intérêt à ce travail, c'est très intéressant pour moi d'avoir vos commentaires, vos réactions tout à l'heure. Comme je vous le disais, ça fait partie maintenant de ma recherche également. Ce que vous allez pouvoir en dire en tant que sociologue.
mener un peu cette discussion et peut-être de glisser quelques éléments de discussion également et d'observation. Mais je vais peut-être commencer par présenter les intervenants, tout simplement. Que vous voyez tout simplement dans mon dos. On va commencer par présenter peut-être la réalisatrice de ce documentaire, donc Valérie, qui s'installe à mes côtés, qui est la réalisatrice, mais dont le métier n'est pas de réaliser des films, mais d'être enseignante-chercheuse, notamment à l'Université d'Angers, comme tu l'as rappelé tout à l'heure dans le propos liminaire de cette séance. Donc à l'Université d'Angers, au laboratoire Espace et Société. Tu es membre également fondatrice en 2005 et co-présidente de l'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire Anjou-IRESA. On a le plaisir également d'accueillir l'une des chevilles ouvrières de cette transformation quand même. Donc Patrick Moisan, vous avez été PDG de la SCOP jusqu'en 2002, donc ça sera extrêmement intéressant d'avoir des nouvelles puisque le film s'arrête finalement au moment de cette transmission. Et vous êtes également coprésident de l'inter de l'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, IRESA, avec Valérie. À ma gauche, Marius Maty, qui est journaliste, titulaire d'un diplôme de sciences sociales, qui pour le mémoire de recherche justement portait sur le vécu au travail dans les SCOP sans hiérarchie formelle. Et puis Daniel, que je ne présente pas, qui est là devant nous, Daniel Serland, qui est membre et vice-présidente de la PCE, pardon, je ne sais jamais si je dis AFC, PCE, je sais qu'il y a des débats sur la manière de qualifier votre association. Donc tu es membre du comité de rédaction de la revue Sociologie pratique, extrêmement importante dans le champ de la sociologie, et une des membres fondatrices. Donc, je vous propose peut-être d'ouvrir ce débat avec peut-être quelques rappels en fait sur les SCOP. Alors, les principes des SCOP sont rappelés assez clairement dans le film. Moi, j'aimerais trois éléments pour la discussion, trois éléments un peu transversaux parce qu'on voit que c'est un cas extrêmement particulier. Cette transmission d'une coopérative de consommation en coopérative de production, à ma connaissance, c'est la première, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas c'est qui offre un regard tout à fait original, sachant que les transmissions d'entreprises, effectivement, comme l'a rappelé, je ne sais plus si c'est toi qui l'a rappelé tout à l'heure, généralement quand on aborde la thématique des SCOP, c'est souvent sous l'angle des reprises d'entreprises, c'est-à-dire des reprises d'entreprises en difficulté. On a bien en tête par exemple le cas de Fralib, dans les Bouches-du-Rhône, c'est une entreprise de thé qui a été reprise à la suite d'un combat syndical et qui est devenu un peu un emblème du mouvement coopératif. Mais effectivement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque la plupart des entreprises, la plupart des créations de SCOP en France sont des créations ex nihilo, c'est-à-dire un peu de 6 SCOP sur 10 qui sont créés en France, ce sont le fait tout simplement de créateurs qui décident de se réunir sans reprendre leur entreprise. Ensuite, on a des transformations d'associations qui sont également importantes, de l'ordre de 16% environ. On a les reprises d'entreprises qui sont la partie la plus connue finalement des SCOP, mais qui sont les plus minoritaires, vraiment minoritaires au sein des créations, puisqu'elles ne représentent que 8% des créations de SCOP. Et enfin, on a ce modèle qui est promu par la Confédération des Générales des SCOP, qui est celle de transmission d'entreprises saines, donc à différencier des reprises d'entreprises, qui essaye d'être porteur, puisqu'il y a un grand enjeu finalement, et qui donne à voir aussi dans ce reportage, de reprendre des entreprises dont le patron, alors là c'est un patronat un peu particulier, mais arrive à la retraite et donc avec le sauvetage des salaires derrière. Donc voilà, ça c'est à ma connaissance, aussi les documentaires sur cette question-là, je vais essayer de ne pas être trop long pour vous laisser la parole, sont quand même relativement rares, alors que c'est, comme je vous le disais à l'instant, un élément extrêmement important du développement du mouvement SCOP en France. Juste 3-4 points qui me semblent très intéressants. C'est une histoire politique au départ. On reviendra peut-être avec vous sur cette question-là, une histoire politique hyper rappelée dans le film avec cette idée de la laïcité. Comment cette histoire, première question, comment cette histoire politique est transmise et transformée avec cette transmission en SCOP. Ensuite, on a la présence d'un fondateur charismatique, ou de plusieurs fondateurs charismatiques d'ailleurs, qui se font un peu la guerre à un moment donné. Comment ce poids finalement des fondateurs charismatiques a été négocié, parce qu'effectivement c'est un peu évoqué, mais de quelle manière en fait vous avez réussi à passer le flambeau et de manière collective, dans quel contexte tout ça a été mis en place. Je
trouve que c'est aussi un bel exemple d'intercoopération. On le voit bien dans ce film. Il y a une belle solidarité entre différents types de coopératives qui reste qu'il faut souligner. Enfin, sans vouloir reprendre la parole, il y a d'autres éléments qui me semblent très importants et qu'on retrouve régulièrement en fait, dans les problématiques des scopes, la question de la pérennisation de type de production. On a souvent tendance à insister sur la dimension démocratique des scopes. Oui, c'est la démocratie, d'ailleurs c'est le slogan de la CGSCOP, la démocratie nous réussit, et historiquement et encore très fortement aujourd'hui, l'enjeu essentiel des scopes, c'est pas tant de démocratiser l'entreprise, d'ailleurs qui suscite des illusions très souvent, mais c'est de pérenniser l'entreprise. Pourquoi on parle de réserves impartageables? Parce que les réserves dans les entreprises, si cette scope venait à disparaître, à liquider, cette réserve ne peut pas être partagée entre les membres de la coopérative. D'accord? Alors ils récupèrent leur part, nominalement d'ailleurs, mais les réserves des scopes sont redistribuées à d'autres coopératives ou mouvements coopératifs. Donc ça force finalement à pérenniser et ça empêche tout le phénomène spéculatif sur ces entreprises, donc ça pérennise. Donc, enfin, dernier élément, c'est vraiment, je jette en fait un ensemble de thématiques comme ça que vous saisirez ou pas d'ailleurs, c'est la question de la double fonction qui est dite dans le documentaire, qu'on appelle double qualité aussi dans le mouvement SCOP, c'est-à-dire ces tensions un peu schizophréniques entre le rôle de sociétaire, c'est-à-dire les décisions à prendre sur la gouvernance de l'entreprise, et le rôle de salarié, qui est celui qui est censé bénéficier en fait des conditions d'activité de l'entreprise, de ses formes de rémunération, et voilà. Donc cette tension-là est extrêmement forte, extrêmement présente dans toutes les scopes. On sait bien si, est-ce qu'on va tirer un peu la couverture vers la participation parce qu'on a envie de partir en vacances ou parce qu'on a envie de refaire le garage, ou est-ce qu'on privilégie l'entreprise, est-ce qu'on va mettre plus d'argent en réserve pour de mauvais jours pour l'entreprise. Cette tension-là, elle est très présente et elle est toujours un peu sensible à gérer au sein des scopes. Là, c'est vraiment une configuration très particulière. Vous êtes des fous quand même, je te le dis, vous êtes des fous parce qu'avec autant d'acteurs fondateurs et ensuite autant d'acteurs d'un point de vue territorial, vous êtes lancé dans une aventure quand même qui est assez extraordinaire, il faut le souligner. Voilà, juste une dernière question et je vous passerai la parole, je te passerai la parole tout de suite. C'est pourquoi vous n'avez pas choisi un autre modèle coopératif que le modèle SIC? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez le modèle SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui est donc une coopérative de production, mais avec une grande différence puisque les propriétaires de l'entreprise ne se limitent pas aux salariés, mais incluent des parties prenantes extérieures. Très souvent, ce sont des collectivités territoriales, mais ça peut être des associations, ça peut être des sociétaires lambda, si je puis dire, comme dans le cas de Enerpop, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise de distribution d'électricité, qui a des milliers de sociétaires et qui sont inscrits dans le capital de l'entreprise. Donc, compte tenu de l'histoire, et je finirai là-dessus, pourquoi SCOP et pas SIC? J'imagine que c'est la question à se poser à un moment donné. Donc voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, peut-être peut-être Valérie, histoire de revenir un peu sur le contexte de ce film. Pourquoi ce film d'ailleurs? Oui, c'est moi, ce qui m'intéressait dans le suivi de cette aventure folle, effectivement, et je ne mesurais pas, quand je me suis lancée dans le suivi de l'entreprise qui avait été, du projet qui avait été entrepris, ce qui m'intéressait, moi, c'était en fait tu l'as dit, c'était un projet porté par la direction du fait du départ à la retraite du président et du directeur. Donc ce qui m'intéressait, donc moi j'étais plutôt convaincue effectivement de cette idée de passer en scope, mais ce qui m'intéressait c'était de savoir comment les salariés, eux, allaient s'approprier de l'idée, parce que là ils n'avaient rien demandé du tout, et s'ils travaillaient pour certains déjà dans une scope, d'autres dans une coopérative de consommation, voilà, c'était pas leur demande, voilà, ça venait pas de la base. Donc c'est ça qui m'intéressait particulièrement dans le suivi, de voir effectivement comment ça allait évoluer et si ça allait aboutir, puisque quand on a commencé, bien sûr,
voilà, Patrice était convaincu de son projet, mais on ne sait jamais. Donc j'ai essayé, moi, à travers notamment ce documentaire-là, de donner le plus possible de place et la parole aux salariés. Et c'est vrai qu'ils se sont habitués à ma présence et voilà, à pouvoir dire quand même assez librement, au fur et à mesure, ce qu'ils pensaient. Bon, j'ai passé du temps avec certains d'entre eux, plus que d'autres. Mais tout l'enjeu pour moi, voilà, c'était de voir, du fait aussi de ma discipline d'origine, qui est la communication, c'était de savoir eux comment ils allaient s'approprier l'idée et comment effectivement l'information, la communication a contribué effectivement à la réussite du projet. D'accord, et donc du coup le documentaire s'est déroulé sur quelle temporalité? Alors on voit qu'il y a plusieurs années finalement qui nécessitent en fait la réalisation de ce documentaire. Comment tu as procédé? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de tournage en fait? Alors au début je crois le rythme était très soutenu, c'était prévu que tout ça se fasse en deux années et en fait il a fallu un peu plus de temps. On a rallongé la convention pour que je puisse suivre sur 3 années. Donc c'est vrai qu'il y a eu il y a eu une première année, mais Patrice va en reparler, où en fait il y a eu deux grandes étapes. Il y a une première partie, on le voit dans le film, où c'était la transformation de la librairie papeterie Sadel sur Angers, qui elle était une entreprise de consommation, une coopérative de consommation qui est elle-même passée en scope. Et il y a eu une deuxième étape, donc ça a duré en gros sur un peu plus d'une année et demie. Et la deuxième étape, donc, c'était celle de la fusion de cette coopérative, de Scope, avec 2 autres entités. Bon, il y a des petites subtilités, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc qui, elle, était déjà en Scope. Et c'est pour ça que Patrice va pouvoir enchaîner, je pense, sur l'idée de pourquoi la Scope et pas la SIC. Il y a une des raisons qui est liée justement au statut de l'une de ces 2 sociétés, en fait, qui était au préalable déjà une Scope. Donc c'était plus, je vais te laisser répondre plus précisément. Donc deux bonnes années, 2 années et demie de tournage, et puis voilà, après il y a eu quelques entretiens complémentaires en fait, quand j'ai vu voilà, comment ça s'était passé, et notamment on voit à la fin, il y a 2 personnes avec lesquelles, 3, avec lesquelles je reviens un petit peu sur tout ce qui s'est déroulé, pour avoir aussi leur regard en fait sur voilà, il y a toutes les étapes importantes. Et donc après, il a fallu, le montage est tombé au moment du confinement en 2020, ce qui fait qu'avec le technicien du visuel, on avait tout notre temps. Voilà, tout était à l'arrêt, enfin presque, parce que les cours en visio ont quand même beaucoup marché et fonctionné. Mais le technicien, il y a eu beaucoup plus de temps, et c'était assez ubuesque parce qu'on était à distance pour faire le montage, donc il montrait des images, le son était décalé, donc il me disait non mais attends, c'est pas ça en fait, ce que tu vois, ce que tu entends, enfin bref, c'est des anecdotes du confinement qu'on a tous. Mais pour nous en tout cas, ça fait partie de cette aventure un peu folle, carrément folle, de faire un film, parce que c'était le premier que j'ai fait de cette envergure sur un sujet aussi complexe. C'est très réussi, parce qu'effectivement le sujet est extrêmement complexe. Du coup, Patrice, est-ce que tu peux revenir un peu peut-être sur quelques détails qui pourraient nous échapper? Alors, je pense que ce serait pas mal assez vite qu'on fasse circuler la parole au public, parce que c'est vrai, c'est un truc quand même très très atypique. Mais est-ce que tu peux revenir un peu sur cette expérience, peut-être nous donner des éléments de contexte, et puis peut-être aussi nous donner des éléments sur le fonctionnement depuis la fin du documentaire? Alors, peut-être un petit retour en arrière, justement dans le film, c'est indiqué, donc Sadel, 55, donc 55, on est dans la sortie de la guerre, on est dans une région Maine-et-Loire où les enseignants, les instituteurs ne pouvaient pas habiter les logements de fonction parce que c'était caillassé toutes les nuits. Les commerçants refusaient de servir les épiceries, les bouchers, les boulangers ne servaient pas les instituteurs et les institutrices parce que ils étaient haïs, c'était Satan, le diable, qui s'installait dans les Mauges.
On parle de 1955. 55. Ouais, d'accord. 1955. Je crois que c'est un siècle avant, mais. Non, pas un siècle avant. Donc un climat extrêmement fort. Et donc c'est là où Albert Charleux, qui lui revient de la guerre, a échappé à la mort dans les camps nazis, revient et a une idée, parce qu'il est président de la FOL, qui est la Ligue de l'enseignement pour le Maine-et-Loire, plus les autres organisations qu'on a citées, de créer une coopérative pour fournir les coopératives dans chacune des écoles. Puisque comme les écoles, à l'époque, les financements, c'est les parents qui payaient les fournitures. Je rappelle que l'école primaire n'était pas gratuite, ça vient beaucoup plus tard, dans les années 70, fin des années 60. Et donc, du coup, l'idée de créer une coopérative qui va fournir les produits le moins cher possible pour les écoles. Donc, ça démarre un peu dans ce climat. D'où un peu les 5 organisations fondatrices. Dans les interventions, vous les voyez, il y en a même un moment où, quand on lui a redit, mais tu as écouté ce que tu viens de dire, on est inamovible. Dans une coopérative, des gens inamovibles, à part la monarchie, je veux dire, et puis l'Église, les gens inamovibles, ça n'existe pas en démocratie. Et donc, ils étaient l'essence même de l'entreprise. Donc, jusqu'en 68, c'est une entreprise qui vit difficilement. On voit bien le deuxième directeur qui ne peut pas payer, les salariés ne sont pas payés tous les mois, donc petit à petit, on développe. Et moi, j'arrive en 85. Moi, j'ai créé avec d'autres amis une librairie parallèle, ce qu'on appelait à l'époque les librairies différentes, qui a été plastiquée et entièrement détruite par l'extrême droite, qui a fait flamber 20 librairies en France, donc en 77, dont 2 à Paris. Et on recrée une librairie, et évidemment, au bout de 8-9 ans, le modèle ne tient pas. C'est là où moi, je propose mes services à la SADEL et je crée une librairie générale qui est la librairie Contact, qui existe toujours, et qui est donc la librairie, on va dire, généraliste de la SADEL. Et au départ en retraite donc de Claude Bénard, il y avait un travail avec d'autres coopératives, la CUC à Paris, et puis NLU qui est dans Lyon. Et moi, je formais un peu le projet avec l'ancien dirigeant de l'NLU de justement faire une librairie coopérative qui avait échoué en 79 pour réunir un peu, parce qu'au niveau concurrentiel, il y avait quelques acteurs privés qui existent toujours, mais nous, nos petites entités à droite à gauche, fait qu'on n'avait pas de force de frappe importante. Il était important d'arriver à une concentration de nos moyens et de servir en commun un outil informatique, des chaînes de distribution, etc. Et c'est là où naît un peu, à partir de 2011, le projet, mais il va falloir passer un certain nombre d'étapes, y compris les anciens, comme c'est dit dans le film, qui s'accrochent un peu au pouvoir. Évidemment, moi je suis plus jeune, j'arrive, je pousse un peu les bureaux et tout, donc c'est un peu long. Et la SIC, pourquoi on ne prend pas une SIC? C'est parce que la loi NOTRe, qui se met en France donc plus tard, impose aux collectivités de se regrouper. Donc les communes, la commune où est le siège de Savoir Plus, avant il y avait 10 communes et on avait 10 clients. Parce qu'il y avait 10 fois des écoles dans chacune des communes. Donc pas de marché public. La loi NOTRe, il n'y a plus qu'une commune nouvelle. En plus, le Maine-et-Loire était pilote au niveau national. Donc il n'y a plus qu'une commande. On dépasse les 40 000 €, marché public. Donc marché public, c'est sur toute la France. Ça veut dire que toutes les écoles de France et de Navarre qui auront des clientèles ne vont plus être dans du gré à gré, vont passer par des appels. Pourquoi pas? Sauf que dans une SIC, mettre des clients, un collège des clients, alors que ces clients vont être volatiles, par exemple la ville de Paris, on a servi une partie des écoles de la ville de Paris pendant deux mandats, de contrats. Le troisième contrat, c'est une autre société qui a récupéré le marché. Donc on ne peut pas, dans une SIC, mettre des gens qui, tout d'un coup, vont être à l'extérieur de l'entreprise. Et les fournisseurs, pareil, c'était un peu compliqué dans la concurrence. Donc c'est à partir de ce constat, on s'est dit, non, on va aller sur la SCOP plutôt que la SIC. Je pose la question parce que la question des membres fondateurs se pose. Alors, c'est un peu, je sais pas si c'est un peu subtil, c'est-à-dire que c'est des syndicats. Alors justement, est-ce que tu peux rappeler un peu la composition? Parce que
effectivement, ils font un peu la tronche entre le balancier qui sont qu'un seul au USA, si je comprends bien. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, il y a quand même un projet historique assez riche, est-ce qu'il n'y avait pas la peur, l'inquiétude justement de perdre un peu cette dimension historique et plurielle d'un point de vue politique et militant, etc. Donc c'est pour ça que je pose la SIC, parce que peut-être que la SIC aurait pu intégrer en fait, ces différents membres fondateurs en tant que partie prenante. Alors tout à fait, et à partir de 2011-2015, avec le président, on travaille auprès des 5 organisations fondatrices pour leur dire que le projet, on va aller vers une couverture nationale. Nos interlocuteurs, les 5 organisations fondatrices, c'est les organisations fondatrices du Maine-et-Loire, du 49. On leur dit, il faut que vous, dans vos structures, vous remontiez à Paris pour voir vos organisations nationales, de voir quel type de coopération on va pouvoir avoir nationalement entre les différents mouvements. Donc, les 2 syndicats d'enseignants, la Fédération des parents d'élèves, les DDEN, qui sont les délégués départementaux de l'éducation nationale, et le 5e, M. Deschamps, les 2 syndicats, les DDEN, la Ligue de l'enseignement, voilà, la Ligue de l'enseignement qui est dedans. Et on voit bien, ils nous disent oui, on va faire, et puis il ne se passe rien, 1 an, 2 ans, 3 ans. On va même, avec le président, pour donner une anecdote, à Rennes, on les rencontre, et quand, dans le rendez-vous avec le président de la Ligue de l'enseignement là-bas, à la fin, il nous dit, mais alors, la ramette de papier, vous la faites à combien? Alors, on lui dit, attends, on n'est pas venu, le président, le directeur général, pour parler du prix de la ramette. On s'en fout du prix de la ramette. On fera un prix qui sera intéressant. Est-ce que politiquement, vous avez envie de porter un problème? Est-ce que vous avez envie de rentrer dans une structure qui va avoir un rayonnement, qui va être national? Donc, c'est là où il y a un peu des frictions pendant un certain nombre d'années. Et on va finir par trouver un accord, puisque l'accord, ça a été de dire qu'il y a un représentant au conseil d'administration, et on invite systématiquement 2 autres organisations à tous les conseils d'administration qui n'ont pas voix délibérative, mais ont évidemment accès à la parole et à l'ensemble des discussions. J'avais rédigé un article qui est publié dans la RICMA, justement sur la gouvernance et l'évolution de la gouvernance dans cette entreprise. Et ce qui est intéressant, en fait, et je pense qu'il explique aussi le choix, c'est que dans le conseil d'administration d'origine, finalement, les administrateurs, petit à petit, sont déconnectés des réalités du terrain. Parce qu'au départ, il s'agissait donc d'une coopérative de consommation, et donc c'est que les consommateurs qui étaient donc sociétaires et qui faisaient vivre en fait la coopérative, et petit à petit, notamment avec la loi NOTRe, mais voilà, les réalités ne sont plus celles d'origine, et donc voilà, il y a un déphasage avec des administrateurs qui sont plus en phase, et ce qui explique aussi l'envie peut-être c'est ce que j'ai essayé mes hypothèses en tout cas, de travail aussi donc des 2 dirigeants, aussi bien le président que le directeur général, d'aller vers le status quo pour, peut-être pas écarter, mais quand même remettre en scène plutôt les salariés dont celui qui travaille, et puis même s'il y a eu la volonté effectivement de garder bien l'histoire de l'entreprise, et notamment en faisant appel à moi, justement avec la trace de ce documentaire. Mais malgré tout, voilà, il y avait un déphasage entre les gens du conseil d'administration, et donc le choix qui a été fait, et donc c'est pas la SCOP, c'est la SIC, mais quand même au sein de la SCOP avec donc une place qui représente donc les membres fondateurs. Et donc le compromis qui a été trouvé, c'est qu'il y a une place pour le vote, mais avec la possibilité qu'il y en a 2. C'est ça, voire même plus, au besoin, selon les sujets traités dans les conseils d'administration, pour être présent, mais dans le vote final, c'est un qui doit représenter les 5 à l'origine. Pour compléter, en plus, c'est dans les échanges avec l'ensemble des équipes salariées, c'était clair que pour les salariés, c'était oui, mais qu'est-ce que font les membres fondateurs? On en entend parler, mais concrètement, on ne voit pas bien le travail qu'ils faisaient avant qu'on se transforme en SCOP.
Et donc la question, c'était en réalité pertinente face à ces 5 organisations de dire, là, il faut que vous bougiez et il faut que vous soyez sur un projet avec nous et qu'on puisse le faire ensemble. Mais si vous ne bougez pas, les salariés ils vont vous sortir au bout d'un moment, ils considéreront, même si c'est l'histoire, qu'à un moment, vous n'êtes plus tout à fait dans l'histoire et vous n'êtes plus actif. Dernière raison de la SCOP et pas la SIC. C'est que l'Union régionale des SCOP, qui accompagne justement ce genre de transformation, est plutôt favorable au SCOP et moins au SIC. Alors, on ne rentrera pas dans les détails, il y a des raisons financières aussi qui interviennent. Très bien. Moi, peut-être que ça devient tout de suite très très technique, je ne sais pas si vous êtes un peu familier des coopératifs, mais bon, désolé, c'est vrai que c'est des domaines assez techniques. D'ailleurs, je vais un peu enfoncer le clou, je te donne tout de suite la parole à Marie derrière. Moi, il y a un truc qui m'a un peu interpellé, c'est-à-dire que c'est la détention du capital. En fait. Pour moi, ça reste assez confus, je ne sais pas si c'est le cas pour le reste du public, à qui appartenait la coopérative de consommation, puisque dans mon esprit, elle appartient aux clients. Comment en fait on transmet et comment convaincre les propriétaires de départ. Donc j'imagine que les fondateurs, les associations fondatrices étaient aussi propriétaires d'entreprises. Donc finalement c'est bizarre parce qu'on se retrouve dans un schéma où on voit même un client à un moment donné qui dit bon je suis retourné dans la librairie, je ne comprends plus les avantages que j'avais, je ne les ai plus. Donc est-ce que alors c'est pas du tout le documentaire est très riche, donc ça aborde plein de questions compliquées de façon extrêmement claire, mais ça moi ça m'a un petit peu échappé comment en fait on est passé, comme le passage du capital d'une coopérative de consommation à une coopérative de production. C'est complexe et simple. Donc la SADEL avait 1250 sociétaires. Donc 1250 sociétaires, on va dire il y en avait 1000 qui avaient entre 35 et 45 ans en 1955. La part sociale était de 5 €. Donc autant dire qu'il y en a beaucoup qui avaient des parts sociales extrêmement faibles. Par contre, les 300 premiers, à l'époque, ils ont mis l'équivalent, donc les instituteurs et les institutrices de l'époque ont mis la valeur d'un mois de salaire pour constituer le capital. Donc la proposition qui a été faite lorsque on est passé de coopérative de consommation à SCOP pour la SADEL, ça a été de dire on vous propose 3 choix, puisqu'il fallait qu'il y ait l'unanimité des sociétaires pour pouvoir changer de statut. Juridiquement, on ne peut pas faire autrement. Donc c'était premier choix, c'est l'histoire, alors que vous soyez le possesseur des parts sociales ou l'héritier des parts sociales, parce que dedans il y avait à peu près 400 personnes qui étaient décédées sur les 1200, donc on avait aussi un problème à retrouver un certain nombre. Premier choix, c'est vous considérez que c'est une histoire, une belle histoire où vous avez participé ou quelqu'un de votre famille a participé, et vous léguez, vous demandez à ce qu'on vous rembourse, puisque c'était réactualisé, qu'on vous rembourse les parts sociales qui vous sont dues, dont vous êtes propriétaire. Premier choix. Deuxième choix, vous avez envie que les 5 organisations fondatrices puissent avoir des moyens complémentaires, c'est que vous léguez la valeur de vos parts sociales à votre choix, des 5 organisations fondatrices. Et troisième possibilité, on crée une association qui s'appelle AFA-SADEL, donc les associations des amis de la SADEL, qui va récolter là aussi vos parts et va elle aussi avoir, et elle a un siège au conseil d'administration de la nouvelle SCOP. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 150 personnes qui ont des parts sociales, qui ont adhéré à la FASADEL, à cette association, qui siège au conseil d'administration. Donc il y avait ces 3 solutions, et on est arrivé donc à solder. Et alors, juridiquement, après les 300-400, on a envoyé 3 courriers recommandés, les courriers ne reviennent pas, constat d'huissier, la somme bloquée à la Caisse des dépôts pendant 10 ans avant que ça reparte dans les poches de l'État, dans le budget de l'État, que ce soit à la Caisse des dépôts. C'est un peu le schéma. Vous avez dû passer des nuits fort agréables à faire ces montages. Je vais me tourner vers Marius Paty. Je t'ai présenté tout à l'heure. Tu as mené un mémoire extrêmement intéressant
qu'effectivement on peut élargir le champ des possibles, que c'est possible. J'y reviendrai, il y a des conditions de possibilité à ça. Voilà, donc je voulais vous remercier. Comme tu l'as dit Maxime en introduction, j'ai travaillé sur les scopes sans hiérarchie.